Chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs, d'où vous nous regardez, d'où vous nous écoutez, je vous dis bonsoir ou alors bonjour selon le coin du globe dans lequel vous êtes. Je suis heureux de vous accueillir ici dans nos émissions de ce soir et en même temps d'accueillir notre invité, l'ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, comme tous les mardis. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, cher Aloïs Simon. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous les auditeurs de Radio Urumuri. Ils sont nombreux à nous regarder, à nous écouter et ils apprécient, d'après le feedback que nous avons, ils apprécient vraiment les émissions dans lesquelles vous donnez votre décryptage de tous les mardis. Donc, je voulais m'acquitter de ce devoir de vous donner ce message avant de commencer notre émission de ce soir. Je leur dis merci, Tant mieux si on sert à quelque chose, si on sert à expliquer certaines choses, même si c'est souvent vu de notre point de vue, hein, mais on le partage quand même avec tous nos amis, tous nos compatriotes et tous ceux qui aiment Radio Urumuri. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Vous donnez au moins ce dont vous êtes capable de donner. Et c'est ça l'important. L'important, c'est le cœur. Donc, si tout le monde pouvait donner ce qu'il a, ce monde serait beaucoup plus meilleur, serait beaucoup meilleur certainement. Voilà, donc après cette petite introduction, je vous dis que l'émission de ce soir ne sera pas longue, mais elle sera sur un sujet assez important pour les Rwandais et surtout pour nos frères congolais. Parce que nous allons parler de la relation rwando-congolaise qui a chaque fois de l'actualité. Et l'actualité actuelle, si je me permets la tautologie, c'est les deux dernières rencontres du lundi et mardi de la semaine passée, si ma mémoire est bonne, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. D'aucuns se sont dit, oh là là, ça c'est de l'amour. Donc, des entrevues sur 2 jours successifs, les gens se sont dit, mais ces présidents, ils s'aiment bien. Bon, c'est mieux pour les Rwandais, c'est mieux pour les Congolais si cet amour est juste et sincère. Monsieur l'ambassadeur, vous avez suivi certainement cette actualité et puis vous connaissez la relation entre le Rwanda et le Congo, la RDC, surtout depuis que le FPR a pris le pouvoir, même avant d'ailleurs, vous connaissez tout de la vie de ces 2 pays. Qu'est-ce que vous... est-ce que vous croyez en cette relation, hein? Une question assez simple. Bon, si pour tant que même les acteurs croient en leur idylle ou en leur relation, mais vous qui connaissez l'histoire de cette relation, est-ce que ce mariage ou ces fiançailles ou cette relation vraiment est prometteuse d'après vous? Écoutez, d'abord, je voudrais présenter mes excuses aux téléspectateurs si je parle du très très fond de mon cœur parce que aujourd'hui les analyses c'est bien et des analyses qui passent à côté de l'essentiel. Moi personnellement, je n'en veux pas. Ce que déjà je peux dire, c'est que en termes d'amour, de copinage,
Je n'y crois pas. En tout cas, Paul Kagame, que nous connaissons très bien, puisque c'est le président de notre pays depuis plus de 25 ans, hein, en fait, lui, ce n'est pas sur cette piste-là qu'il va danser. Lui, il a ses intérêts à défendre. Il sait que le Rwanda seul, sans les ressources du Congo, risque de ramper, risque d'avoir des soucis énormes en termes financiers. Et donc, il fera tout, qu'on le veuille ou non, qu'on lui tapote dans le dos et vice-versa. Paul Kagame cherchera à endormir les Congolais pour revenir frapper. Vous savez, nous devons apprendre de l'histoire. Honnêtement, qui a le plus donné au Rwanda de Paul Kagame, des chefs d'État congolais successifs, qui a le plus donné? Moi, je dis que c'est Laurent Désiré Kabila. Bien sûr, ils l'ont mis au pouvoir, mais c'était pour mieux l'étrangler. C'était pour mieux piller le Congo. C'était pour mieux mettre la main, le grappin sur les centres de commandement de la République démocratique du Congo. Et ça a fini dans le sang. C'est-à-dire que Paul Kagame et son système, lorsqu'ils vous mettent sur le piédestal, lorsqu'ils font semblant de vous aimer, comme on dit, comme a dit Aloïs Simunga, l'amour, eh bien, c'est aussitôt pour vous étrangler, pour vous tuer. En termes clairs, c'est là que moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ceux qui reprochent à Joseph Kabila d'avoir été complaisant avec Kagame. Et c'est parce qu'il le connaît très bien. Il le connaît, il ne pouvait pas se permettre ce que son père a fait, au risque de se faire assassiner lui-même. Parce que dans le système congolais depuis 1996, il y a des agents du FPR à tous les niveaux, c'est connu. Dans l'armée, dans l'administration congolaise, à Kinshasa, dans les ministères, dans les ambassades, il y a des agents du FPR. Je ne veux pas dire comme certains, notamment congolais, disent que tous les locuteurs de Kinyarwanda sont des agents de Kagame. Pas du tout. Loin de là. Ni même tous les Banyamulenge ne sont pas des agents de Kagame. Certains, oui, travaillent pour lui en permanence. Mais il y a des agents dormants qui sont infiltrés partout. On peut donner des noms. On se connaît entre Rwandais. Lorsqu'on l'avait dit à l'époque du CNDP, à l'époque du M23, on le disait, on donnait des noms d'officiers du FPR qui dirigeait ces rébellions. Les gens nous prenaient pour oui, mais vous êtes contre le Rwanda, vous êtes contre Kagame, vous êtes contre même, certains disaient les Tutsis. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça fait partie de la stratégie et de la diplomatie rwandaise. Et récemment encore, on entendait un général rwandais du nom de Mubaraka dire en s'exclamant à pleine poitrine et en disant, vous savez, maintenant nous n'avons même plus besoin d'attaquer de nuit et de marcher et d'aller conquérir le territoire de nos voisins. Maintenant, on y va par Rwanda Air, c'est-à-dire par avion. Nous atterrissons dans la capitale et nous agissons. Une fois encore, cela fait partie de cette stratégie. Donc, moi, je veux dire quoi? Je veux dire que ce semblant de fraternisation, d'ailleurs trop de fraternisation, entre le président d'un pays qui a subi et qui subit toujours des violences made in Rwanda, tout le monde le sait, dont les ressources sont pillées au quotidien, dont les ressources sont exportées via le Rwanda, en passant par des comptoirs installés à Goma, à Bukavu, à Gisenyi, à Tchangourou, pour exporter l'or, le coltan et les autres minerais congolais. Tout ça n'a pas disparu. Donc c'est bien, moi je soutiens qu'il y ait de bonnes relations entre le Congo, la RDC et le Rwanda. Parce qu'en plus, nos populations en ont besoin. Les populations frontalières, les populations de Tchangourou, les populations de Gisenyi et de toute la côte ouest du Rwanda
ont besoin que la frontière entre les deux pays soit sécurisée, qu'ils puissent aller comme ils veulent, comme à l'époque, dans l'autre pays et vice-versa. Et ce qui n'est pas tolérable, c'est que, justement, en profitant de la faiblesse du système congolais, de la faiblesse de son administration, du manque de forces de sécurité suffisantes dans cette région, le président Tshisekedi vient de le reconnaître, hein, il pensait avoir envoyé 21 000 militaires, mais il s'est retrouvé avec 10 000. Les autres, les 10 000 autres se sont évaporés. Ça veut dire que quelque part, il y avait une faille. On lui disait, Monsieur le Président, nous avons envoyé, au terme de l'état de siège, nous avons 21 000 commandos à l'est, au nord, au nord du Kivu. Mais non, il n'y avait que la moitié. Donc, à partir de là, ça veut dire qu'il y a un problème de sécurisation de cette région. Ça veut dire que c'est une région passoire. Ça veut dire que sa frontière ne tient pas. Ça veut dire que quand on voit des militaires congolais, on pense que c'est des commandos congolais, mais peut-être qu'en fait, ce sont des commandos ennemis, occupantes. Donc, moi, je n'y crois pas. On viendra dans les détails, hein, sur ces échanges de visites. Moi, j'ai été frappé, par exemple, par le nombre de jeeps, les véhicules tout-terrain de grand luxe qui coûtent autour de 100 000 $, qui partaient du Rwanda ou alors qui venaient du Congo. C'est impressionnant. Ils veulent vraiment impressionner le Congolais et le Rwandais pour leur dire, voilà, les militaires rwandais ne viennent plus chez nous. En revanche, le président Kagame vient en frère. Et le président Tshisekedi peut aller à Gisenyi en toute sécurité. Il est d'ailleurs sécurisé et protégé par l'armée rwandaise. Eh bien, tout ça pour endormir la population. Que pensent les populations du Nord Kivu? Que pensent les populations de Uvira? Justement, j'allais vous poser cette question, mais avant de vous la poser, restons encore un peu sur le passé, un lourd passé entre le Rwanda et la RDC. Est-ce que c'est un passé qui peut s'effacer comme ça, des revers de la main et construire une relation? Vous êtes spécialiste de la diplomatie, vous êtes un diplomate de carrière, vous avez une expérience assez suffisante pour pouvoir, on est dans un décryptage. Est-ce que ce passé, il est possible de le surpasser et de construire comme ça par la simple volonté de deux chefs d'État? Voilà, un passé qui s'efface. Kagame dit, regardons devant, hein, regardons l'avenir. Et Tshisekedi aussi répète le refrain. Est-ce que cela est possible entre les deux pays qui ont un passé comme celui que nous avons dans le cas du Congo et du Rwanda? Ça pourrait se faire dans des conditions différentes, entre deux pays qui n'ont pas le sang, qui n'ont pas versé le sang de leurs voisins. Cela pourrait se faire. Il suffit d'organiser une réunion, de tirer le trait sur le négatif et de faire avancer le positif. Or, entre le Rwanda et le Congo, le négatif est tellement immense, tellement énorme, tellement insaisissable même, qu'il n'est pas possible de l'effacer par un trait de plume. Quand je parle de passif, je parle d'abord de l'invasion de 1996. Il y a des Congolais qui se glorifient d'avoir pris le pouvoir dans les mains de Mobutu. Pourquoi pas? Ceux qui ont effectivement accédé au pouvoir, la famille Kabila et les membres de l'AFDL, pardon, c'est vrai qu'ils ont profité de la présence rwandaise. Mais après, ils ont regretté très très vite, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier acte, ça a été de
vouloir mettre la main sur l'économie, sur les mines du Congo, sur l'armée, parce que le général Kabarebe, qui n'avait qu'une vingtaine d'années, hein, il n'avait pas encore 30 ans, je pense, eh bien, il a voulu mettre la main sur l'armée congolaise, de temps qu'il était désigné comme chef d'état-major. Après, le président Laurent Désiré Kabila n'a pas supporté ça. Des brimades, on l'insultait en Kinyarwanda en pensant qu'il ne comprenait rien et en oubliant qu'il avait passé un certain temps au Burundi et qu'il comprenait très bien le Kirundi. Le président Kabila, c'était ça sa nature, se taire, regarder le ciel pendant que les autres parlent et en leur laissant croire, qu'ils ne comprenaient pas. Et il a fini par comprendre, il a fini par voir comment il était méprisé par ceux-là même qu'il avait accompagnés. Et ça a été la guerre entre les deux. Une guerre qui a coûté beaucoup de vies humaines. Mais c'est surtout les morts, les victimes que la guerre de l'AFDL et de la PR a laissé sur le sol congolais. Des milliers, des centaines de milliers, des millions de vies humaines, rwandaises et congolaises. Et puis ensuite, les différentes guerres. Je suis en train de parler du passé. Hein. Le passé, ce n'est que du sang. Alors qu'avant la PR et la FDL, entre le Rwanda et le Zaïre, il n'y avait que bonnes relations, il n'y avait que fraternité. J'ai, comme vous, Aloïs, vécu au Congo. J'ai passé une bonne partie de ma jeunesse entre Bukavu et Cyangugu, plus de temps à Bukavu. J'ai passé beaucoup de temps entre Gisenyi et Goma aussi, quand j'étais jeune adolescent, et puis ensuite à l'université à Kinshasa. Donc, c'est un pays que je pense connaître suffisamment. Les Congolais ne sont pas des gens violents. Les Congolais sont très, très, très hospitaliers. Il faut que les gens le sachent. De notre époque, quand nous étions sur le campus de Kinshasa, et pendant que des collègues à nous étaient à Lubumbashi ou à Kisangani, à Yangambi, à Bukavu et ailleurs, nous n'avons jamais connu de problème avec nos frères congolais. Jamais, au contraire. Au contraire, à l'époque du président Mobutu, qui vraiment avait travaillé sur la relation avec ses frères de la CPGL, eh bien, on peut dire même que nous étions parfois un peu privilégiés par rapport aux Congolais, aux Zaïrois de l'époque. On peut le dire, parce que déjà, pour la distribution des chambres sur le campus, nous avions priorité. Mobutu avait donné ordre, instruction, que les originaires de la CPGL aient priorité dans l'obtention des chambres. Et même plus loin, les Africains en général. Il y avait des Zimbabwéens, des Nigériens, des Nigérians, des Sud-Africains, il y avait la princesse du Lesotho et beaucoup d'autres qui étaient privilégiés, qui avaient la priorité sur les Congolais. Eh bien, après, avec tout ce qui s'est passé, vous pouvez aller demander aux Congolais aujourd'hui dans quelle mesure ils tiennent les Rwandais en estime. Moi, je pense qu'il y a la haine. Il y a la haine parce que le Rwanda leur a fait très, très, très mal. Le Rwanda a massacré des millions, ou en tout cas provoqué la mort de millions de Congolais, suite à toutes ces guerres que notre pays lui a portées. On n'est pas en train de condamner le pays d'où l'on vient, non. Nous condamnons un gouvernement qui a, juste pour accéder aux ressources du Congo, provoqué la mort, le pillage et la domination et le sentiment de supériorité, le sentiment de mépris à l'égard des Congolais. Le président Kagame l'a souvent dit, il a dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Lorsqu'un pays n'arrive pas à contrôler son territoire, eh bien j'y vais. » Donc, en parlant du passé, c'est ça qui doit être abordé, Monsieur le Président Tshisekedi et Monsieur le Président Kagame. Ce n'est pas des tapes dans le dos, c'est pas ça va Paul, ça va Félix, c'est pas ça qui va changer la donne. Une deuxième chose. Si je comprends bien, il doit y avoir des étapes avant de se faire des claques dans le dos. Il faut d'abord se parler
vous parlez d'un lourd passé qui est taché de sang. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dépasser comme ça par la simple volonté. Il faut d'abord, bon, vous êtes diplomate, j'ai souvent entendu parler des rencontres bilatérales sur tel ou tel autre sujet entre les deux pays où on s'assied et on parle des problèmes entre les deux pays. Donc, vous croyez que les préambules doivent être ces relations bilatérales pour parler justement de ce passé? Cela va de soi. Il faut d'abord se parler, effectivement. Il faut se parler, mais lorsqu'il y a le sang entre vous deux, moi je ne prêche pas la haine ni l'intolérance, mais quand il y a autant de... Vous savez, lorsque le président Kagame traverse la frontière et va à Goma se pavaner dans ses jeeps, il traverse une route où il y a probablement des milliers de familles, de victimes de ces guerres. Donc le président Tshisekedi doit se mettre dans ce rôle-là, le rôle de celui qui représente les victimes de ces guerres qui ont été provoquées et menées et qui ne sont pas terminées. Il ne peut pas juste dire oh, Paul Kagame c'est un copain. D'ailleurs à Paris on s'est tapoté dans le dos. Le président Macron nous a mis ensemble. Non. Sinon ça ne marchera pas. Parce qu'il a été élu par un peuple, parce qu'il représente un peuple de victimes, parce que la ville où Tshisekedi et Kagame se rencontraient la semaine dernière s'appelle Goma. Et elle est à quelques dizaines de kilomètres de Beni, où se passe aujourd'hui une guerre alimentée par le Rwanda, entre autres. Goma se trouve à quelques centaines de kilomètres d'Uvira et de Minembwe, où se déroule une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre alimentée par des rebelles burundais venus du Rwanda, recrutés, formés, entraînés et financés par le régime de Paul Kagame. Tout ça doit être pris en compte. Donc, ce n'est pas des leçons de diplomatie que je donne au président Tshisekedi, mais comme citoyen, j'ai le droit de faire mon analyse et finalement de pouvoir m'adresser aux deux chefs d'État aussi, parce qu'il y va de la sécurité et du sort de notre peuple à l'avenir. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que le président Tshisekedi doit savoir qu'il ne peut pas parler au nom des victimes congolaises. Il ne peut pas, sauf à exprimer ce que ces victimes lui ont donné comme mandat. Et ce mandat est assez bien représenté par des personnalités comme notamment le docteur Denis Mukwege. C'est ça le message qu'il devrait donner à Kagame. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il le fait lorsqu'il rencontre son homologue rwandais? J'ose espérer, mais je ne crois pas. Quand on voit la légèreté des gestes, vous savez, après la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, quand les responsables allemands et français se rencontraient, ce n'était pas pour fraterniser, c'était pour discuter. On discute et on évite des signes extérieurs de complaisance. Parce que quand les victimes, les familles qui ont perdu les parents, voient leur président en train de fraterniser avec l'homme qui continue de tuer des Congolais aujourd'hui, eh bien, à leur place, moi, je douterais de l'intérêt poursuivi. Donc ça, c'est une première chose, l'attitude. Je pense que le président Tshisekedi doit avoir l'attitude d'un président, d'un pays qui a été à plusieurs reprises agressé, saigné économiquement, et dont des millions de citoyens sont morts par le fait de l'armée de Paul Kagame. C'est très important. Les attitudes, je dirais même l'attitude d'un président, ça compte beaucoup. Lorsque, dans l'objectif de
de calmer le jeu entre la France, de rétablir, pas de rétablir, d'améliorer les relations entre la France et l'Allemagne, même à l'époque du président Mitterrand, ce n'était pas dans la fraternisation, c'était, on se rencontre, monsieur le président, on s'assied et on discute avec le sérieux et la gravité que cela nécessite. Le semblant de légèreté, ce n'est pas bon pour la diplomatie non plus. Parce que derrière, les Congolais se posent des questions et peuvent croire qu'il y a anguille sous roche, que quelqu'un pourrait les vendre le moment venu. Le président Kagame, de son côté, il devrait aussi faire très attention parce qu'il se comporte comme s'il n'y avait rien à voir. Comme si ce qui s'est passé jusque-là était chose normale. Sa première... regardons, oui. allons vers l'avant, laissons le passé après nous, derrière nous, et voilà, allons vers l'avant. Alors que vous venez de nous démontrer qu'il y a un lourd passé qu'il faut d'abord apurer. Et si je vous ai bien compris, la population, il faut penser à la population. Parce que si Kagame peut faire tout ce qu'il veut sans consulter la population ni les représentants de cette population, je ne suis pas sûr que Tshisekedi a les coudées franches chez lui autant que Kagame les a. Donc, ce qui peut poser problème. On ne peut pas semer dans un champ qui n'est pas labouré et espérer récolter quelque chose. C'est ce que on ne laboure pas avec une houe qui n'est pas assez affûtée. Il faut affûter les outils de labour. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le président Tshisekedi doit d'abord avoir son peuple de son côté. C'est-à-dire non pas montrer les dents comme certains le demandent, mais montrer au moins qu'il a le souci de donner satisfaction d'abord à son peuple et pas à un voisin quelconque. Vous savez, le Congo peut se passer du Rwanda, hein, honnêtement, si dans des conditions normales. Maintenant, il ne le peut pas, mais il ne peut pas non plus dire, voilà, je laisse Kagame faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut, pour finalement avoir la paix. Non. Si ça continue comme cela est aujourd'hui, le Congo n'aura ni la paix, ni la fraternité avec le Rwanda. Ça, je peux leur dire qu'ils n'auront jamais la paix tant qu'ils n'auront pas montré au Rwanda que ça suffit. Ce qui étonne les gens, excusez-moi de vous couper la parole, mais c'est très important qu'on le souligne. Ce qui étonne les gens et certains diplomates, c'est comment le président Tshisekedi peut espérer trouver une solution là d'où vient son problème, en fait. Il dit la sécurité à l'est du Congo, il la veut. Vraiment, bon, je veux bien le croire. Mais est-ce que la sécurité du Congo sera donnée par le président Kagame, qui est la source de cette insécurité? Là, on se pose des questions. Ça, c'est une première chose. Ce n'est pas Kagame qui donnera la sécurité à la République démocratique du Congo, c'est le Congo lui-même. C'est l'armée congolaise, ce sont les services administratifs et autres qui donneront la paix et la sécurité à ce pays. C'est-à-dire que les 10 000 militaires qui manquent à l'appel et qui auraient dû être là au moment de la mise en place de l'état de siège, il faut absolument que Tshisekedi les trouve et qu'ils aient les moyens de remplir et de remplir leur rôle de sécurisation. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait des exigences de la part du Congo. Lorsqu'il y a une guerre et que la guerre est terminée, eh bien, il y a des préalables pour le rétablissement de la paix.
Je ne souhaite pas que le Rwanda soit mis à genoux non plus. Mais s'il la cherchait, il faut qu'il se mette à genoux pour implorer le pardon du Congo et des Congolais. Ça, c'est une chose, c'est vraiment un préalable. Il faudra qu'un jour, le Rwanda soit honnête et qu'il reconnaisse ses responsabilités, qu'il ne dise pas qu'il n'y a pas eu de victimes congolaises pendant la guerre de 96 à 2003 et aujourd'hui d'ailleurs. Ça, c'est vraiment un préalable nécessaire. Rappelez-vous, Kagame, à Paris, il n'y a pas un mois, avait dit qu'il n'y avait jamais eu de crime au Congo. En d'autres mots, qu'il n'y a pas de victimes congolaises de ces guerres, à répétition. Vous croyez que ça peut être conducive, comment on dit en français? Ce n'est pas propice pour installer un climat de paix et de fraternité. Parce que finalement, le Rwanda et le Congo, c'est des pays frères, nonobstant ce que disent certains, nous sommes des pays frères. Mais si on veut vraiment mériter cette fraternité, il faut que le Rwanda change de langage, il faut que le gouvernement rwandais change de langage, que le gouvernement rwandais reconnaisse son rôle dans les malheurs qui sont arrivés au Congo et qui continuent d'ailleurs parce que ce n'est pas fini. En d'autres mots, après la rencontre de Goma, les rencontres de Goma, il faudrait que le Rwanda prenne son courage en main et qu'il dise c'est vrai, dans le passé, nous avons eu des responsabilités. Exactement ce que le Rwanda demande à tout le monde finalement. Le Rwanda prétend que l'Occident, la France et tout le monde a été responsable du génocide des Tutsis et que tout le monde doit demander pardon. Tout le monde. Il cite les États-Unis ont demandé pardon. La Belgique elle a présenté ses excuses. Pourquoi la France ne le ferait pas? Pourquoi tel autre pays ne le ferait pas? Oui, mais supposons que cela soit vrai, supposons que la France soit dans l'obligation de demander pardon pour ce qu'elle n'a pas fait. Pourquoi le Rwanda ne demanderait pas pardon aux Congolais pour ce qu'il a fait pour les millions de victimes congolaises et les centaines de milliers de Rwandais massacrés dans les forêts du Congo? Pourquoi? C'est ça. Donc, en suivant cette logique, le président Kagame comprendra peut-être que c'est vrai, il est encore au pouvoir, c'est vrai, il vaut mieux ne pas s'exposer, mais il faut qu'un jour, le Rwanda accepte de vivre des relations normales avec ses voisins. Ça, c'est la première chose que le Rwanda dise. À partir d'aujourd'hui, je n'envoie plus de troupes au Congo. À partir d'aujourd'hui, je laisse le Congo tranquille. Je ne vais plus piller les ressources du Congo. Il ne le dira jamais, mais c'est une condition qu'on doit lui soumettre. Il faut que le Rwanda le dise. Oui, c'est vrai, les guerres successives que j'ai menées ou auxquelles j'ai participé en RDC ont provoqué la mort de millions de citoyens congolais. Oui, c'est vrai, au Congo, il y a des réfugiés rwandais. Plus de 250 000 d'après le HCR. Mais il fait semblant de ne pas savoir que ces réfugiés existent. Oui, j'aimerais, en accord avec le Congo, rapatrier mes compatriotes. Il faut qu'ils commencent à nous appeler des compatriotes et pas des ennemis et pas des forces négatives. Il faut que Kagame commence à montrer qu'il veut vraiment une paix définitive et durable avec le Congo. Donc, très bien pour le président Tshisekedi, c'est bien pour les bons sentiments qu'il a, mais moi, quand j'analyse la situation en RDC, et surtout au niveau de la population congolaise, au niveau des forces politiques congolaises, j'ai l'impression que le cinéma de Goma et de Gisenyi ne durera pas longtemps. Il faut que le Rwanda demande pardon aux Congolais et qu'il s'engage en définitive, et nous, qui prétendons vouloir changer les choses au Rwanda, nous devons aussi entrer dans cette logique. Reconnaître que notre pays a fait du mal au Congo, et pour ceux qui veulent éventuellement changer le régime politique du Rwanda et le remplacer, accepter de reconnaître que le Congo a subi des dommages et
que si l'opposition actuelle arrivait au pouvoir, qu'elle entrerait dans une logique d'indemnisation de nos frères congolais. Même si, par négociation, on arrivait à une autre solution, mais au moins reconnaître ce fait. S'il y a solidarité entre l'opposition rwandaise et les patriotes congolais, et si Kagame accepte de respecter ses voisins, le Congo entre autres, puisque nous parlons des visites de Goma et Gisenyi, peut-être qu'on ira petit à petit vers le stade supérieur de la paix et de la paix des braves et d'une cohabitation pacifique entre les peuples de la région. Ce sont pour moi les seules conditions qui peuvent vraiment cimenter la relation entre le Congo et le Rwanda, entre le Rwanda et le Burundi et les autres. La même logique devrait jouer à l'égard de tous les pays de la région, en fait. Et penser à rapatrier les réfugiés rwandais dans le même mécanisme qui a servi à rapatrier les anciens M23, les anciens CNDP, qui ont même été intégrés dans l'armée congolaise. Pourquoi les FDLR ne seraient pas intégrés dans l'armée rwandaise, comme l'avait suggéré à l'époque le président Kikwete? Sauf qu'à l'époque, le président Kagame, au lieu de répondre à cette invite, à ses conseils, il avait menacé le président Kikwete de le tuer, de le frapper. Et donc, il faut que Tshisekedi le sache. Un jour ou l'autre, s'il devient un peu exigeant, il va être frappé aussi, si les Congolais ne font pas attention. Voilà mon analyse, qui est peut-être pessimiste, mais je préfère être pessimiste mais réaliste plutôt que d'analyser le degré ou l'avancement des relations entre nos deux pays par des tapes dans le dos. Ce n'est pas ça qui fait la diplomatie, même s'il en faut quelquefois. Merci beaucoup. Oui, vous relevez un aspect assez important, l'aspect impact de ce passé sur les populations. Les populations rwandaises, il y en a une partie qui a fui vers le Congo et sur lesquels l'impact de ces guerres, de ce passé a été assez lourd en vies humaines, en pertes humaines. Il y a les populations congolaises, des millions, on parle en termes de millions, qui ont péri par la main de l'armée de Kagame. Alors, ça a un impact, ça va au plus profond des cœurs de ces populations, de ces orphelins, de ces filles et ces femmes violées, de ces veufs et veuves. Et Tshisekedi, il peut fraterniser avec le président Kagame, mais il y a cet aspect-là qui est très important et dont l'impact n'est pas à négliger dans la reprise des relations ou dans l'amélioration des relations ou la fraternisation entre les deux présidents. D'ailleurs, je vais vous montrer un article d'un journaliste de RFI qui s'est penché sur ce côté-là et qui est allé demander l'avis des populations de Goma sur la volonté affichée de Kagame d'aller vers l'avant dans la fraternisation justement avec le président Tshisekedi. Et même si j'ai trouvé les propos de quelques personnes qu'on a interrogées un peu modérés, mais on va voir que donc, le mal au plus profond de ces populations est vraiment assez important. Je vais vous montrer cet article et on va le commenter par après. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est un article sur la relation RDC-Rwanda. Hein, donc ça se trouve sur le site de la radio RFI.
Ou d'ailleurs, je vais le faire comme je le fais d'habitude. J'espère qu'il y a moyen de jouer cet article pour nos amis qui auraient du mal à regarder ou à lire, ou alors ceux qui nous écoutent en audio seulement. Je vais jouer cet article. RDC Rwanda, que pensent les habitants de Goma de l'appel de Kagame, vivre ensemble? Réaction à Goma en RDC, après la récente visite du président rwandais dans cette ville volcanique au Nord Kivu pour une rencontre bilatérale avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Lors d'une conférence de presse samedi après-midi, Paul Kagame a exhorté les Congolais et les Rwandais à tourner la page du passé, à regarder vers l'avenir et à vivre ensemble. Les habitants de Goma ne sont pas restés indifférents à ce message. Avec notre envoyé spécial à Goma, William Bazimike. Les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi se sont retrouvés ce week-end à Gisoni puis Goma à la frontière congolo-rwandaise, où ils ont scellé de nouveaux accords et une nouvelle alliance. Les deux dirigeants affirment vouloir tourner la page et entrer dans une nouvelle ère. Sur le rond-point Sainers dans la commune de Goma, l'appel du président rwandais est apprécié différemment. Anselme Muindo est revendeur du carburant, nous pouvons accepter si cela vient du fond de son cœur. Si le Rwanda désire se vivre ensemble, il ne doit plus répéter les erreurs du passé. Il ne faut plus que les rebelles ou l'armée rwandaise viennent envahir le Congo pour que cette collaboration puisse exister. Mais il faut aussi que Kagame accepte de dialoguer avec les FDLR car ils viennent du Rwanda. Un peu plus loin Michael Mahamba, trentenaire, affirme n'avoir jamais connu une vie de bonheur à cause des troubles sécuritaires entre la RDC et le Rwanda. Pour elle, il faut une réparation. Ah. Moi je crois que c'est de l'hypocrisie car jamais le Rwanda et le Congo seront en bons termes vu le nombre de victimes des massacres. Moi je n'y crois pas. Je pense que Kagame veut échapper à la justice. Le Rwanda est impliqué et il doit assumer. Assis sur sa moto, Kizza Katenbo Henry relativise, nous les Congolais, nous ne sommes pas rancuniers, nous pardonnons facilement et nous oublions facilement. Vous vous rappelez quand Kagame a déclaré qu'il n'y a jamais eu des massacres dans l'Est de la RDC. Nous avions déjà pardonné. Nous sommes prêts à recommencer avec lui. Nous collaborons avec les Rwandais qui passent chez nous pour venir travailler. Nous aussi nous traversons la frontière pour aller au Rwanda, et nous n'avons pas de problème. Mais les conclusions tirées de ce week-end de rencontre ne conviennent aux défenseurs des droits humains d'Ismaz Kitange, président du groupe Lotus, une ONG affiliée à la FID. Un son est présent à cet endroit. Cependant, d'autres habitants voient dans les récentes déclarations de Paul Kagame, une sorte de repentance après sa récente sortie médiatique sur RFI et France 24. Paul Kagame avait estimé que le rapport MEPIN des Nations Unies était controversé, et que d'autres rapports avaient conclu à l'absence de crimes en RDC. Des propos qui ont choqué la société civile du Sud Kivu. Relire revoir l'interview exclusive du président Kagame. Bon, nous allons écouter aussi les propos de Dismas Kitenge, comme on le dit, et militant des droits de l'homme. Avoir privilégié aujourd'hui les questions uniquement de sécurité et d'économie sans vider les questions historiques, les questions de paix, de stabilité et de justice. Il y a aussi les questions présentes aujourd'hui, les rôles directs ou indirects de l'armée, du gouvernement rwandais dans la présence, dans l'activisme des groupes armés à l'Est, de ça aussi une question de fond. Si ces questions de fond, de droits humains, de paix, de justice n'ont pas été abordées entre les deux chefs d'État, à mon humble avis, est dû à la faiblesse de l'État congolais. Les rapports de force entre les deux États ne sont pas les mêmes. Donc, c'est construire une paix qui est précaire, une paix qui ne rentre pas vraiment dans le cœur des populations. Ce sera une paix qui peut être rompue à tout moment. Donc, il faudrait que les deux chefs d'État s'inscrivent dans la durée. Dans la durée, ça passe d'abord par un examen du passé entre les deux États et ensuite construire l'avenir, le présent et l'avenir sur des bases solides. Ce militant des droits de l'homme abonde dans notre sens, dans le sens de nos réflexions. Il dit que
une paix réellement durable ne peut pas être construite sur les yeux fermés sur le passé, et un passé qui est quand même assez sanglant et lourd. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais puisque nous avons franchi le pas pour entrer dans le cœur des Congolais qui ont vraiment été marqués par les leurs qui ont disparu, qui sont morts par la main des Rwandais, de l'armée du FPR, de Kagame. Eux, ils sont vraiment sceptiques, hein? Si même on pourrait dire un peu plus que sceptiques quant à la relation de paix, de fraternisation avec le Rwanda. Donc, les populations sont perdues. Ben, disons les populations et le peuple, tout le peuple en fait, parce que eux, ils vivent au quotidien les conséquences de ces guerres. Ils perdent les membres de leur famille, leurs femmes sont violées, leurs filles sont violées. Allez demander au président, plutôt au docteur Denis Mukwege, ce qu'il pense de ces visites. C'est comme si vous aviez une maison que vous voulez couvrir et vous la couvrez de je ne sais quoi, de branches d'arbres, mais qui ne protègent de rien les habitants de la maison. En réalité, c'est une sorte de show pour montrer à leurs amis communs, occidentaux probablement, parce que tout ça est suggéré de quelque part, hein, c'est pas rêvé. Eh bien, je crois que Dismas Kitenge, il a tout compris et il n'est pas le seul. La société civile congolaise des deux Kivu pense exactement la même chose. Les leaders d'opinion, comme le docteur Mukwege, pensent exactement la même chose. D'ailleurs, il ne faut pas aller loin pour essayer de comprendre la psychologie de Kagame. Facile de dire oui, on va effacer le passé, nous sommes des frères et on va commencer sur de nouvelles bases pour notre vivre ensemble. Très bien. Qui a déjà vu Paul Kagame effacer le passé? Pourquoi il ne fait pas ça au Rwanda? Pourquoi depuis 1990, depuis la guerre qu'il a déclenchée d'Ouganda, il n'a fait que mettre les autres à genoux, demander qu'ils demandent pardon, même ceux qui ne sont pas coupables de quoi que ce soit. Au Rwanda, il n'y a jamais eu de réconciliation définitive. Le vivre ensemble, il n'est quasiment pas existant. C'est tous les jours. Tels ont commis le génocide, tels sont victimes, tels autres sont des bourreaux. Et il y a une partie du peuple rwandais qui est tous les jours vilipendé, humilié, considéré comme pratiquement un peuple d'esclaves. Et puis, puisqu'on parle de savoir vivre, plutôt de vivre ensemble, moi je suggérerais au président Tshisekedi de suivre le cheminement des relations franco-rwandaises. S'il veut vraiment comprendre la logique et la stratégie de Paul Kagame. Le président rwandais était à Paris il n'y a pas longtemps. Il a été vraiment traité comme un ami, un grand ami de la France. Il a eu un traitement qui a choqué pas mal de Français d'ailleurs, lorsqu'on sait qu'il a quand même assassiné des Français au Rwanda. Et il a promis, lorsque le président Macron lui a rendu sa visite, parce que ça ressemble, hein, sauf que l'un est parti par avion jusqu'à Kigali, alors que l'autre était de Goma à Gisenyi à pied, parce que c'est des pays voisins. Et à Kigali, le président Kagame avait pratiquement rassuré Macron que c'est formidable, que c'est le début de la réconciliation, que la France est excusée de tout, alors qu'elle n'avait pas commis quelque crime que ce soit. Mais une fois que le président Macron était parti du Rwanda, tout a repris à zéro.
Aujourd'hui, quand vous lisez la presse rwandaise, notamment Igie, The New Times et les autres, c'est-à-dire la presse officielle rwandaise, c'est reparti comme en 2006. Les soldats français sont des violeurs. La France a participé au génocide. La France a armé les génocidaires. Et on se demande à quoi a servi les échanges, à quoi a servi le voyage de Kagame à Paris et celui d'Emmanuel Macron à Kigali. Et on les avait prévenus. Hein. Rappelez-vous, Aloïs Simunga, nos analyses étaient certes quelque peu pessimistes. Mais pour finir, le résultat est là. Tout est reparti. Le président Kagame voulait donner un doigt, il vous prend la main et ensuite le bras. Quand ce n'est pas pour prendre tout le corps. Ça, c'est une logique implacable dans le système du FPR. Et donc, moi, je pense que les analystes congolais, les activistes des droits de l'homme, même à Kinshasa, parce que j'ai suivi quelques analyses de gens qui ne comprennent pas toujours nécessairement ce qui se passe à l'Est, et qui disent, mais c'est un bluff. Monsieur le Président, Tshisekedi, revenez sur Terre. Sachez qu'on a affaire à un ennemi qui a provoqué la mort de millions de Congolais. Les Congolais, effectivement, ils ne vont pas se venger. Et encore, qu'est-ce qu'on sait? Que sait-on de ce qui peut se passer demain? Mais au moins qu'on essaye de ce côté-là d'afficher une attitude positive et honnête, que le Rwanda reconnaisse ses torts. C'est seulement après que le reste peut suivre. C'est mon point de vue. Le président burundais, je crois a bien lu l'attitude du président Kagame et du Rwanda, parce que quand il a dit « Moi, je veux bien avoir des bonnes relations avec nos voisins rwandais, avec Paul Kagame. Mais comment peut-on avoir des bonnes relations avec quelqu'un qui vous ment, en qui vous ne pouvez pas avoir confiance ?» Alors, vous venez de dire que la même chose pouvait se passer. Donc, c'est passé en France d'abord, et puis certainement va se passer au Congo, parce que Tshisekedi n'est pas le Congo. Il y a les citoyens congolais qui ont encore certaines rancœurs. Même si les deux présidents pouvaient s'aimer, se rencontrer n'importe où, passer des nuits et des jours ensemble, mais ça ne ramènera pas la relation entre les deux pays au plus haut de la diplomatie, et surtout, c'est une relation qui n'aura pas, disons, aucun intérêt, qui n'aura aucun intérêt pour la population, et dont la population ne bénéficiera pas. Donc, il y a un élément important dans la relation entre les deux pays. D'abord parce que le Congo n'est pas le Rwanda. Il faut savoir que le Congo a une opinion publique. Au Rwanda, il n'y a pas d'opinion publique. L'opinion publique du Rwanda, c'est celle de Kagame, un point, un trait. Maintenant, il y a quand même il y a une naissance d'une certaine opinion par ces jeunes youtubeurs, par quelques journalistes courageux, mais qui finissent toujours aussi en prison. Alors qu'au Congo, il y a une opinion publique qui s'exprime sur les grandes questions de la vie du peuple congolais, du fonctionnement de son gouvernement, de la diplomatie, et dans tous les domaines. Il y a le clergé qui a un mot à dire. Il y a le clergé, il y a une démocratie au Congo, mine de rien. Il y a une opposition au Congo qui s'exprime, qui est là. Et donc, le président Tshisekedi ne peut pas essayer d'y aller avec la même approche que Kagame. Et Kagame fait tout. Il ne demande d'avis à personne au Rwanda. Il n'a besoin de l'avis de personne. Rappelez-vous, je vais donner deux éléments qui m'ont permis de comprendre quand même qu'au Congo, il y a une opinion publique et qui fait réfléchir les gouvernants. Bon, l'affaire Kamere, notre frère, mon voisin de Bukavu, eh bien, la raison pour laquelle il est en prison aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé quelque temps avant. Mais rappelez-vous, quand il est allé en visite au Rwanda, assister au mariage d'un des fils de James Kabarebe, le général, le terroriste qui promet d'aller tuer les Rwandais à l'extérieur. Eh bien,
Kamere, il a commis l'erreur de sa vie, même sur le plan politique. Hein. Un jour ou l'autre, on va le lui rappeler. Et on le lui a rappelé plusieurs fois après la visite de Kigali. Il avait dit, cher frère James, et il avait annoncé qu'il faisait don de 30 vaches au fils de Kabarebe. 30 vaches. Au moment où au Congo, à Bukavu, chez nous, les familles Bashi n'ont même pas les moyens de s'acheter 1 kilo de viande. Lui, il va faire cadeau de 30 vaches au fils de celui-là qui assassine les Congolais. Quand il est rentré au Congo, il a eu très très chaud. Hein. Il a passé un très mauvais quart d'heure. Personne ne voulait plus lui serrer la main parce qu'il était considéré comme un traître. Et on le lui disait, même y compris dans son propre parti. Les gens étaient choqués. Plus récemment, il y a un conseiller du président Tshisekedi en matière de sécurité qui était à Kigali. Je pense qu'il s'appelle Mamba ou quelque chose comme ça. Et lui aussi, on lui a reproché d'avoir parlé de mon frère en parlant aux autorités rwandaises. Il avait dit mes frères. Et il avait ajouté qu'ils mangeaient dans la même assiette et que donc vive la fraternité. Eh bien, une fois encore, vous êtes à un dîner avec les collaborateurs de Kagame ou avec Kagame lui-même et vous sortez ce genre de phrase que vous mangez dans la même assiette pendant que les Congolais, pendant que les femmes violées à Bukavu et ailleurs, à Beni, à Uvira et partout au Congo, tandis que ces femmes-là, elles, n'ont pas d'assiette sur laquelle elles peuvent manger, pendant que les militaires rwandais dans le nord et dans le sud, à Uvira, sont en train de mener des guerres fratricides contre les populations congolaises, y compris contre les Banyamulenge, il faut le dire aussi. L'armée de Kagame est en train d'assassiner les populations Banyamulenge, du moins celles qui ne lui sont pas restées fidèles, celles qui revendiquent leur congolité. Elles disent, mais M. Kagame, rentrez chez vous, nous on ne veut pas être rwandais. Nous sommes des Congolais, rentrez chez vous. Et là, il pique des crises, il envoie ses militaires, il envoie Red Tabara et les autres, soi-disant pour contourner le Burundi, mais en fait, c'est pour occuper le terrain, tout le Kivu du Sud. C'est une stratégie mise en place par Kagame et certains de ses alliés au sein de l'armée congolaise. Donc, c'est pour vous montrer qu'au Congo, malgré tout, il y a une opinion publique. Trop de fraternisation avec Kagame ou avec son régime sont difficilement digérés, sont difficilement pardonnés par les Congolais. Et c'est peut-être à ça que le président Tshisekedi devrait penser. Personnellement, je souhaite qu'il y ait vraiment une normalisation, petit à petit. Normalisation, retrait de toutes les forces négatives rwandaises, en priorité les forces gouvernementales, et puis négocier la sortie de crise, négocier aussi le rapatriement des Rwandais, civils et militaires, dans l'honneur et dans le respect des droits de l'homme. On ne peut pas demander aux militaires ex-FARC qui sont encore au Congo ou leurs enfants qui ont dû prendre les armes pour se protéger, on ne peut pas leur demander de s'offrir un holocauste au gouvernement rwandais qui n'attend qu'une chose, c'est de les massacrer, comme il l'a toujours fait chaque fois qu'il a eu l'occasion, chaque fois que Joseph Kabila leur a permis d'aller au Congo, eh bien, ils ont massacré des centaines, des milliers de réfugiés rwandais. Donc, il faut qu'on pense à tout ça. Moi, mon vœu, si je pouvais parler au président Tshisekedi, ce serait de lui conseiller d'y aller doucement, de lui dire que je connais mieux, sans doute, le système rwandais, même si je ne rencontre pas Kagame, mais nous savons ce qu'il fait, nous savons pourquoi il le fait. Monsieur le Président, soyez prudent, parce que votre survie politique au Congo dépendra aussi de comment vous vous serez comporté à l'égard de l'ennemi FPR. Je ne dis pas Rwandais, parce que les Rwandais ne sont pas les ennemis du Congo. Il faut aussi que les Congolais le sachent. Nous ne sommes pas les ennemis des Congolais, nous sommes leurs frères
et nous voulons que ces guerres cessent. Et nous voulons que ceux qui les ont conduites, ceux qui ont massacré des Congolais, ceux qui nient les malheurs, ceux qui sont dans le déni et dans le négationnisme des crimes commis au Congo, eh bien, il faut absolument qu'ils finissent par payer. Il faut que la justice que réclament Denis Mukwege et les autres patriotes congolais, il faut que cette justice-là finisse par être intégrale et intégrée aussi dans les us et coutumes de la région. Voilà ce que je pouvais dire, Loïs. Monsieur l'ambassadeur, il y a encore quelque chose qui a choqué plus d'un Congolais. Kagame n'a pas caché ses intentions. Il a tout de suite fait signer à Tshisekedi des contrats pour aller prendre les minerais du Congo, des contrats pour construire des usines au Rwanda. Bon, ils avaient déjà commencé, mais cette fois-ci, il a voulu aller officialiser ça par la main du président Tshisekedi qui a signé les papiers que Kagame lui a présentés. Est-ce que ça ne va pas encore entacher l'image du président Tshisekedi auprès de ses concitoyens? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a plus d'un qui sont choqués par cette mise en train, cette entrée dans la matière directement par le président Kagame qui va directement dans le sous-sol congolais et qui fait signer des contrats. Et Tshisekedi qui signe les yeux fermés, je pense qu'il va aussi avoir à répondre de ça, je pense. Hein. Ben, il faudrait d'abord savoir et se poser la question de savoir si ces contrats sont valables sur le plan légal congolais. Est-ce que le président peut signer des contrats comme ça lors d'un week-end, des contrats qui ne sont peut-être pas négociés à l'avance, qui ne sont pas passés par les organes de décision appropriés? Est-ce que les Congolais savent ce qui s'est réellement passé à Goma ou à Gisenyi? Maintenant, comme vous dites, c'est comme si vous donniez à protéger votre cheptel à des loups. C'est vraiment quelque chose qu'il vaut mieux. Écoutez, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Peut-être que ça a été négocié auparavant hein, à Kinshasa ou à Kigali. Mais je pense là aussi que lorsqu'un pays est accusé de pillage des ressources minières du Congo, on ne va justement pas l'introduire dans les mines, on ne va pas lui donner des contrats de gestion, on ne va pas lui donner des contrats d'exportation, la possibilité de... Non, je crois qu'ils sont allés trop vite. Et ça va, je pense que ça va revenir sur la tête du président Tshisekedi. Ça va lui revenir un jour ou l'autre. Parce que s'il pense avoir les mêmes pouvoirs que Kagame, il se trompe. Au Congo, il y a une certaine opinion. Et ce n'est pas la distribution de Jeep à 500 députés qui va changer la donne. Hein. Bien au contraire. Je crois que ça aussi, ça va être une affaire sans me mêler de ce qui se passe au Congo. Mais on fait une analyse. Hein. Les Congolais, ils ont le droit aussi d'analyser ce qui se passe au Rwanda. Et en l'occurrence, là, je pense que tout est allé trop vite. Tout est allé trop vite. Maintenant... il y a la constitution congolaise, je ne l'ai pas ici devant moi, mais je pense que de tels contrats doivent passer par l'Assemblée nationale qui les étudie. C'est ce que je dis. J'ignore si cela a été fait. Peut-être que la procédure a été suivie. Hein. Mais n'empêche, même si la procédure a été suivie, il y a comme une sorte d'inopportunité derrière. On ne confie pas un secteur donné à un chef d'État voisin qui est considéré comme un prédateur depuis plus de 25 ans. C'est là qu'il y a problème en fait. Ou alors, ils ont mis en place un dispositif qui limite les capacités de Kagame à se saisir de ceci ou de cela, c'est-à-dire qu'il en fait un partenaire mais distant, un client peut-être, mais si on le
le met dans l'engrenage, si on lui donne la possibilité d'entrer dans l'exploitation, eh bien, la prédation va être au grand maximum. La prédation va y aller. Entrer le loup dans la bergerie. Ah, tout à fait, tout à fait. Ce sera, et je pense là aussi que le président congolais commet une erreur. Il pense qu'il a les mêmes pouvoirs que Kagame. Le Congo ne peut pas être dirigé, au moins à ce jour. Il y a une vraie opposition. Au Congo, on peut faire chuter un président. S'il ne suit pas la procédure, s'il ne respecte pas la Constitution, même s'il a été élu, s'il a supposé qu'il ait été élu à 90%, au Congo, il y a des procédures de destitution du chef de l'État. Au Rwanda, ça n'existe pas. La loi, c'est Kagame. Les institutions, c'est Kagame. Donc, il faut vraiment que le président Tshisekedi fasse très attention, mais surtout dans l'intérêt de son peuple. Il y a eu trop de morts. Il faut que la guerre finisse et il faut que la population congolaise soit indemnisée. Si le gouvernement central de Kinshasa accepte de payer à la place de Kagame, pourquoi pas? Mais ce serait injuste que le Congo paye ce qui n'a pas détruit, que le Congo paye à la place du prédateur. Ça, ce serait injuste. Malheureusement, j'ai peur que le président Kagame ne finisse par convaincre Tshisekedi d'y aller de cette façon-là. C'est-à-dire d'utiliser le budget congolais pour indemniser les victimes congolaises. Et ça, ce serait dramatique. Il y a une toute dernière question, réflexion, c'est sur les actions de sécurité qui sont toujours là et dont le Rwanda est impliqué. Vous parliez tout à l'heure des mouvements financés et créés par le Rwanda, Redi Tabara, les Maï Maï, différents groupes. Au nord, au Kivu Nord, il y a des groupes à Beni, à Lubero, ailleurs, qui sont bien connus, hein, dont il y a des preuves. Et le Rwanda donc, continue. Et comment peut-on prétendre faire une relation avec quelqu'un que vous poignardez? Donc, vous êtes en train de poignarder quelqu'un et vous lui dites, écoute, soyons amis. Je pense que c'est une logique kagaméenne et rien que kagaméenne. Et écoutez, c'est le genre de contrat léonin qui finissent par tuer justement l'une des parties au contrat. Parce que dans l'affaire, il est évident que le président Kagame a la main sur tous ces contrats. Et mon avis aussi sur l'état de siège. Je crois que le président Tshisekedi a commis l'erreur de dire à haute voix qu'on l'avait trompé et qu'il pensait avoir envoyé 21 000 militaires, commandants, et pour finir, il s'est rendu compte qu'il n'avait que 10 000. Ça, c'est une faute grave. Ça montre vraiment la fragilité du système sécuritaire congolais. Il aurait dû le constater, et sans le dire, le constater, prendre des mesures de sanctions, mais aller le dire en disant finalement notre territoire n'est pas protégé, venez en fait, c'est ça. Je pensais vous avoir envoyé 21 000 pour faire barrage, mais ils ne sont pas là, il n'y a que 10 000, donc entrez. Et d'ailleurs, je vous donne aussi des contrats d'exploitation de l'or, de coltan et autres. Ça, c'est une faute, sans me mêler de la diplomatie congolaise. Je sais que je ne me fais pas des amis, parce que en plus, j'ai des amis congolais à des niveaux très, très, très haut placés. Ils ne vont pas être contents de ce que je dis, mais je le dis pour qu'ils sachent que je sais et que les autres savent aussi. Bien évidemment, mon souhait, c'est que le Congo s'en sorte, et le Rwanda aussi. Et je pense que le Rwanda peut s'en sortir sans devoir aller piller les ressources congolaises. Avant 1994, le Congo et le Rwanda vivaient en parfaite harmonie.
Le Rwanda n'a jamais attaqué le Congo. Le Congo n'a jamais attaqué ni agressé le Rwanda. Ce petit pays qui était insignifiant à côté du Grand Zaïre. Insignifiant entre guillemets, parce que en Kinyarwanda, on dit « Ubugabo Subutumbi ». Ce n'est pas l'apparence physique qui constitue ou qui donne la force. La force, c'est l'organisation. La force, c'est la bonne volonté aussi de vivre ensemble, parce que vraiment, le Congo et le Rwanda vivaient bien ensemble. Les diplomates congolais à Kigali et rwandais à Kinshasa peuvent en témoigner. Ce n'est pas des choses qui se cachaient. Or, depuis 1994, tout a été chamboulé. Chamboulé. Et donc, je pense que ce qu'il convient de faire, c'est essayer de tendre vers le passé, comme l'a dit Kagame, mais le passé, il ne le connaît pas. Pour lui, le passé, c'est le rapport des forces. C'est d'écraser le voisin, le soumettre. C'est l'ingratitude de beaucoup de Congolais. Vous savez, un des conseillers de Kagame, c'était un ancien jeune Congolais de Goma. Hein. C'est le fils d'un grand avocat de Goma. Il est conseiller en matière de sécurité à Kigali. Je crois qu'il est général aujourd'hui. Moi, j'aimerais le regarder en face et lui dire, attendez, vous êtes Congolais, vous êtes Rwandais, mais est-ce que vous détestez autant les Congolais avec lesquels vous avez vécu? Pourquoi engagez-vous des forces rwandaises pour aller massacrer les Congolais? Ça s'appelle de l'ingratitude aussi, parce qu'il y a beaucoup d'ingrats dans le système rwandais à l'égard des Congolais. L'ingratitude n'est pas bonne, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas un signe qui donne l'espoir que demain sera meilleur que la veille. Ben, il faut que ça commence par là. Le respect. Il faut vraiment que les Rwandais, ceux qui sont dans le système de Kagame, apprennent à respecter les Congolais et le Congo. Ce n'est pas un petit pays qu'on peut continuer à bousculer en permanence, à dire qu'ils ne sont pas malins, ils ne contrôlent pas leur pays. Nous, on entend hein, Kinyarwanda, ils le disent, hein, tout le temps. Hein. Et ça ne pourra jamais marcher. Le problème, c'est que cette ingratitude, ils l'ont aussi, ça ne doit pas nous étonner, y compris à l'égard de celui qui les a faits, le président Museveni d'Ouganda. On sait tous que le président Museveni, c'est lui qui a conduit Kagame au pouvoir. C'est lui qui a armé le FPR. C'est lui qui nourrissait les militaires du Front patriotique rwandais, lorsqu'ils étaient même sur le territoire rwandais ou dans le maquis. C'est lui qui a endormi le président Habyarimana et qui a permis que l'armée du FPR attaque à l'insu ou à la surprise du président Habyarimana. Mais aujourd'hui, Kagame insulte son voisin du Nord. Il tue, il assassine des Ougandais qui viennent au Rwanda. Ou alors à la frontière, un Ougandais qui traverse la frontière par les Pagnarods, les petits chemins de traverse, eh bien, l'armée rwandaise et la police rwandaise n'hésitent pas à les enlever, à les tuer. Donc, c'est tout un état d'esprit. Je crois que psychologiquement, ça peut aussi être considéré comme, une fois encore, je vais citer les Rwandais, une hirabuheri, c'est-à-dire une personne qui a été tellement malheureuse, tellement pauvre, qui a tellement souffert, qui, quand elle se relève un tout petit peu vers, eh bien, il se considère comme le maître du monde et il méprise tous ceux qui lui ont fait du bien, tous ceux qui l'ont aidé et tous ceux, finalement, qui lui ont permis d'être ce qu'il. Eh bien, d'une certaine manière, le Congo a permis à Paul Kagame d'être celui qu'il est aujourd'hui. Les ressources que Paul Kagame possède, les moyens, tous ces immeubles construits à Kigali, vous pensez que c'est avec son argent ou l'argent du Rwanda? C'est à cause des ressources congolaises. Tout le monde le sait. Donc, il faudrait déjà penser à demain. Ce ne sont pas les Congolais qui devraient penser à demain. Demain, pour les Congolais, ça devrait signifier respect, ça devrait signifier indemnisation, dédommagement de ce qui s'est passé au cours de ces 25 dernières années. Moi, c'est comme ça que je considère les choses. Et ceci dit, je n'ai peut-être pas raison, mais en tout cas,
je vous dis vraiment ce que j'ai sur mon cœur pour l'avenir et pour la paix de la région. Parce que moi, je suis un frontalier. Les gens de chez moi ne peuvent pas survivre à une situation où le Congo et le Rwanda sont toujours en guerre. Nous étions à l'époque, de façon égoïste, je vais parler de mon coin, c'était une région prospère, où les gens étaient débrouillards comme jamais. Mais aujourd'hui, on me dit que déjà, c'est un terrain occupé par ceux qui venaient de Kigali et d'Ouganda. Le business a disparu. Quand ils vont à Bukavu, ils tremblent, alors que c'est notre ville. Les Congolais qui viennent chez nous, la même chose. Ils ne sont pas à l'aise. Il faut que ça finisse. Que la fraternité humaine reprenne le devant sur la frontière entre les deux pays et dans la région en général.